Bonjour à tous. Donc, attends, je vais me décaler. Donc, je suis Joël Rama, l'un des RSSI du groupe OT. On est plusieurs, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je suis également le cible du groupe et donc futur DPO. J'espère que pour vous tout se passe bien jusque-là. On va continuer, on va aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que alors on n'a pas été trop dans le vif du sujet dans le sens où on vous a pas fait, enfin, on a fait un petit peu peur. On fera encore plus peur tout à l'heure avec Philippe, il fait ça très très bien. C'est un champion. Moi, je suis plutôt là pour vous rassurer en fait, parce que on a des moyens, il y a des solutions et c'est même hyper intéressant aujourd'hui. En fait, si vous êtes les premiers à partir sur le starting block pour le RGPD par exemple, vous serez aussi les premiers arrivés. Donc il y a un enjeu aujourd'hui qui est même au-delà de la protection des données de nos clients finaux, c'est aussi un enjeu de business. Et donc moi je suis très heureux de tout ça parce que finalement, en tant que votre sous-traitant, avec tout ça, demain on va pouvoir en tout cas vous amener à faire plus de choses et vous accompagner encore sur plus de points. Donc nous en partant dès aujourd'hui et en vous accompagnant aujourd'hui par ce type de sensibilisation, on prend un coup d'avance sur nos concurrents et donc on vous invite également à faire la même chose vis-à-vis de vos propres clients et donc de vos concurrents. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de l'approche organisationnelle de la sécurité. Je vais vous passer les différents pans pour après se concentrer sur celui-là. Donc classiquement, le management dans l'entreprise, c'est une bête pyramide qu'on connaît tous, avec de la stratégie, de la tactique, de l'opérationnel, des visions à long terme, moyen, court terme. Aujourd'hui, quand vous traitez du RGPD, donc si vous avez attaqué le truc comme nous il y a 2-3 ans, vous étiez sur les grandes orientations et vous voyez le truc à long terme. Si vous commencez à le voir aujourd'hui, bah là vous avez déjà un peu de retard, vous êtes déjà sur le moyen terme et vous allez attaquer ça au niveau tactique, et notamment en vous appuyant sur vos sous-traitants comme nous par exemple, ou donc assureurs, avocats, etc. Donc l'objectif de tout ça, ça va être de trouver les méthodologies, les approches, pour vous mettre en conformité et partir avec quelque chose, en tout cas un nouveau bagage. Alors, première approche en conformité, c'est celle qui est le plus couramment utilisée. Vous commencez par ça, vous faites confiance à vos équipes, ils ont été formés, ils ont été à l'école, ils connaissent en principe l'état de l'art, et moi ce que je vous invite à faire, c'est surtout aller consulter les différents guides édités par l'ANSSI qui sont très très bons, très très complets, qui sont une très bonne base. Il y a le guide de la CNIL qui a été évoqué tout à l'heure, qui est très bon également. Vous aurez l'URL qui sera également disponible dans les PowerPoint. Donc là, le gros point positif, c'est que c'est relativement abordable. La doc est disponible en ligne, elle est gratuite. C'est surtout une implication de vos équipes techniques qui souvent sont elles-mêmes motivées et qui sont passionnées par leur métier. Il faut leur faire confiance. Il y a une certaine facilité de mise en œuvre en conséquence. En point de vigilance, du coup, ça repose sur votre individu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un système de gouvernance, de politique, ça vient pas de la stratégie de l'entreprise. C'est souvent le salarié qui, de par lui-même et de par ses fonctions, va se diriger vers ce genre de choses. Une approche en conformité vers des référentiels d'exigence qui sont assez intéressants parce que ceux-là, ils ne demandent pas trop de réfléchir. Ils vous donnent un certain nombre de règles, vous les appliquez en l'état. Vous pouvez pas, c'est du mandatory, hein. On va prendre par exemple l'exemple de PCI DSS qui permet de faire de la protection sur les données bancaires. Donc qui est assez peu usité en France, mais essentiellement dans le monde anglo-saxon. Là, les règles elles sont bêtes. Hein. On vous dit, vous utilisez tel type de chiffrement, tel firewall, faut mettre telle règle en place, ça doit être comme ci, comme ça. Vous appliquez, vous êtes bon à la fin. Le SecNum Cloud, qui est la nouvelle réglementation pondue par l'ANSSI dans le cadre de la sécurité du cloud souverain, on va dire. On est pareil sur un système d'exigence où vous appliquez. Si vous appliquez pas, vous n'êtes pas bon, vous ne l'avez pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur des domaines où on a déjà des certifications. Ça veut dire qu'on a une reconnaissance. C'est quelque chose sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour communiquer vers vos clients, pour communiquer vers vos fournisseurs. Ça, c'est super important aussi. Communiquer également vers votre assureur, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que si vous faites les choses bien, bah, votre assureur il peut aussi vous baisser la note. Il faut pouvoir lui prouver en conséquence. Donc c'est une bonne base de départ. C'est assez, entre guillemets, facile à mettre en œuvre. Il y a un peu de pognon à mettre et tout, mais les mesures sont déjà là. Vous n'avez pas trop à réfléchir sur
sur ce qu'il faut faire. Donc on est vraiment sur une capitalisation partielle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres contextes, mais pas en totalité. Je mets un gros point de vigilance sur le référentiel des mesures ISO 27002. Vous avez dû tous voir ces espèces de fichiers Excel, vous avez les 177 mesures de la norme, et puis on vous dit tiens, on va mesurer votre maturité à la sécurité, et vous cochez j'ai pas, et vous avez une note à la fin. Alors ça, c'est un point de vue absolument personnel, mais c'est absolument tout pourri. Pourquoi? Parce que entre la règle qui dit la salle où il y a mon serveur qui est accessible que à moi et mes gars est fermée ou pas à clé, et la règle qui dit j'ai un firewall devant mon site internet e-commerce, quelle est la plus critique des deux en termes de pondération? Et en fait, quand vous l'adressez, c'est un référentiel de mesure, donc il faut pondérer ces mesures par rapport à votre activité. Alors c'est sûr que si vous êtes un data center, le fait que la baie soit fermée à clé, c'est beaucoup plus important que le firewall qui n'existe pas, dont il n'y a pas besoin. Donc si vous prenez les 177 mesures, déjà vous n'allez pas arriver au bout, vous allez vous faire mal, et puis dans le point de souffrance, vous allez vous dire on arrivera, enfin c'est juste intenable. Rapprochez-vous plutôt de ce que fait l'ANSSI du coup, parce que c'est un peu plus concret par rapport à vos métiers. Excusez-moi. Donc, on va passer du coup maintenant sur l'approche par le risque. On a en France deux systèmes de management de la sécurité classiques, qui sont l'ISO 27001 et la PSSIE. La PSSIE, c'est l'ISO 27001 modèle administratif pour les entreprises françaises, pour les administrations françaises. Donc c'est édité par l'ANSSI. C'est l'ISO 27 remis à la sauce ANSSI pour que ce soit gratuit, qu'il n'y ait pas à payer le tampon de la norme, mais c'est exactement la même chose. On est sur un management de la sécurité, on pilote par le risque, et c'est ce que je vais vous présenter par ailleurs. Il va falloir que j'aille un peu plus vite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des normes qui sont déjà compatibles avec des points existants dans un grand nombre d'entreprises. Les systèmes de management qualité ISO 9000 ou sécurité environnementale ISO 14000 reposent sur exactement les mêmes systèmes de management. Et si vous regardez au niveau du schéma, si vous partez de l'ISO 27001 par exemple, on se rend compte qu'il a servi de base à beaucoup de choses. Certification hébergement de données de santé, le SecNum Cloud dont on a parlé tout à l'heure vite fait, la PSI de l'État, PCI DSS, et on pourra voir qu'en termes de gouvernance, finalement, adresser la sécurité de l'information, la donnée personnelle, il n'y a rien d'autre qu'une information particulière, donc on peut se reposer là-dessus aussi pour l'adresser également. Donc c'est plutôt une bonne base pour adresser tout un tas de sujets qui pourront évoluer dans l'avenir. C'est une façon de capitaliser vraiment sur le futur par rapport à ces points-là. Donc, du coup, pilotage par risque, c'est-à-dire définition du risque. Alors un risque, la définition, elle a évolué. Maintenant, on dit que le risque est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Avant, c'était, je trouve, un peu plus clair, le risque combinaison de la probabilité d'un événement et de sa conséquence. En gros, si on regarde de plus près pour un truc un peu plus simple, vous avez un bien, vous avez tout un tas de mesures de sécurité avec des vulnérabilités, des trous dedans, et potentiellement une menace. Alors, Philippe va vous en présenter plein après des menaces. Quand elle tape dedans et qu'elle arrive jusqu'au bien, vous avez un risque. Donc l'idée, ça va être au travers de tout ça, de classifier un maximum ces risques pour traiter les plus critiques pour vous, pour votre entreprise, dans le cadre de vos enjeux stratégiques et de vos besoins. En termes si on reprend l'ensemble des conformités qu'on a pu voir tout à l'heure, ces différents référentiels, et qu'on les adresse via une réflexion par risque, globalement, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la conformité obligatoire, c'est l'ensemble des exigences de sécurité qu'on vous impose. Et tout ce qui est dans le cadre de la gestion du risque, on est sur du discrétionnaire, c'est-à-dire que vous sélectionnez les mesures en fonction de votre métier. Et ça change quand même beaucoup de choses quand on est dans le cadre de l'amélioration continue. On a parlé du RGPD tout à l'heure, effectivement, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre dans une phase d'amélioration continue. Donc il va falloir commencer par quelque chose. L'avantage de traiter ça par le risque, c'est de dire, je vais prendre ce qu'il y a de plus critique, je vais commencer par ça, ça va m'évacuer un certain nombre déjà de menaces potentielles, et je vais couvrir peut-être 80% du spectre en traitant juste 3-4 risques clés, et après je vais aller dans l'amélioration. Si vous dites, par exemple, je vais adresser tous les ISO 27002, bah là vous êtes cuit parce que vous n'en tiendrez pas le bout et vous n'aurez peut-être pas traité les plus critiques. Donc globalement, pour pouvoir avoir une gouvernance de la sécurité, vous allez avoir pas mal de petites personnes qui vont intervenir autour de tout ça. Bien sûr, la direction générale, c'est primordial. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, vous irez pas loin.
de l'audit extérieur, que ce soit des prestataires spécialisés, voire même votre assureur. On a eu, nous, régulièrement des audits de l'assurance qui viennent vérifier qu'on fait les choses bien par rapport au contrat qu'on passe avec eux. On vient intégrer, donc bien sûr, RSSI, futur SIL, DPO. Alors j'ai mis le DAF. Le DAF est votre ami. Vraiment, hein, dans l'entreprise, déjà, c'est lui qui a le pognon, mais en plus de ça, c'est peut-être historiquement la personne qui est le plus sensibilisée à la sécurité. Au niveau administratif, moi je le vois, hein, au niveau de mes équipes, hein, ceux qui sont les meilleurs en sécurité, c'est le service compta. La dernière fois, ils sont venus me voir, ils m'ont fait descendre parce qu'il y avait une facture qu'ils avaient reçue, ils voulaient s'assurer que c'était bien valide et que ça correspondait bien à ce que j'avais commandé. Et que les heures notées dessus par le fournisseur étaient bonnes. Eux, ils sont habitués à traiter ce genre de choses. On le dit pas assez dans les entreprises, ils sont habitués à ça, donc ils sont sensibilisés, et ce sont des bons vecteurs pour vous aider à prêcher la bonne parole. Donc après, on retrouve tout ce qui est fonction support, notamment la partie RH qui doit s'impliquer fortement, les responsables métiers bien évidemment, et quand on a la chance, un peu comme chez nous, d'avoir un SOC, ça c'est pas mal, ça aide beaucoup pour un certain nombre de choses, je vais vous en parler vite fait juste après, et puis bien sûr, tous, c'est-à-dire que on est avant tout sur une sécurité qui est par l'humain, par les employés, et ça c'est clairement important d'impliquer tous les salariés de la boîte dans le sujet. Au niveau de l'organisation de la sécurité, on retrouve le PDCA qu'on a évoqué tout à l'heure. En quoi ça consiste? On part du haut, étude de contexte. Alors bizarrement, c'est des trucs qu'on fait pas en sécurité traditionnellement. Les gens, ils arrivent directement avec je veux de la sécurité. Néanmoins, quand on fait de la qualité, tout le monde est habitué à créer son petit logiciel maison en partant du son besoin. Sauf que quand on vient nous voir chez nous, les clients n'ont pas de besoin autre que ça doit être sécurisé. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est dommage, mais entre j'ai de la donnée qui doit être disponible et j'ai de la donnée qui doit être intègre ou confidentielle, c'est très différent, ça s'adresse pas pareil, et on est obligé de mettre des priorités. Parce que le fameux site qui doit être disponible, on le met en ligne, mais on a laissé une brèche, et puis il se fait bouffer, et vous perdez les fameux 300 000 euros, etc. Finalement, il aurait peut-être pas fallu qu'il soit disponible tout de suite. Donc, ce point d'étude de contexte et d'analyse de risque est primordial. On en traduit donc des exigences de sécurité, hein, et on rentre tout ça dans une moulinette d'amélioration continue. Donc ça doit être supporté effectivement par un certain nombre de rouages où on va traiter de la sécurité opérationnelle. Donc chez nous c'est une fois, enfin c'est quotidien, mais une fois par mois on fait un gros point globalement là-dessus. Un comité sécurité qui va aligner les besoins tactiques tout au long de l'année et s'assurer qu'on est dans les clous. Et une fois par an, à minima, avec le CODIR, enfin les CODIR, parce que chez nous on a un peu compliqué au niveau structure, mais ça se passe plutôt bien, on revoit toute la stratégie sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est que ces points-là, c'est pas que applicable en interne. C'est applicable aussi dans votre relation client. Aujourd'hui, dans votre relation client, je vous invite très fortement à vérifier avec eux que ils ont bien une étude de contexte, qu'ils ont bien vérifié leurs risques. On retrouve le fameux business impact qu'on doit avoir sur les données personnelles, et puis de rentrer avec eux dans un cercle vertueux d'amélioration continue et de plan d'action. Parce que, on l'a vu, vous êtes sous-traitant, vous êtes co-responsable des données hébergées, en tout cas pour les données personnelles, et vous devez tendre vers l'amélioration, et le mieux c'est de le faire avec votre client, puisque aujourd'hui pour beaucoup, vos meilleurs clients, ce sont de plus en plus vos partenaires aussi. Donc le mieux c'est d'aller ensemble dans la même direction. Donc chez nous, pour pouvoir supporter tout ça, on a la chance d'avoir un pôle sécurité qui est transverse groupe, qui est découpé en deux grandes catégories, organisationnelle, opérationnelle. Donc moi je gère pour ma part la partie organisationnelle, on a Thibaut qui est sur Paris qui gère plutôt la partie opérationnelle, et c'est plutôt complémentaire finalement. Côté orga, je vais m'occuper de toute la partie conformité, notamment l'ISO 27001. Là je vous fais un petit coucou ce matin, mais je repars aussi sec en Suisse, on est en plein audit interne actuellement. Et la partie justement gestion de risque et assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur la partie opérationnelle, donc on dispose d'un SOC. Le SOC, c'est le Security Operating Center, ça fait vachement bien dit comme ça. C'est à eux qu'on s'adresse en interne dès qu'on a le moindre souci, le moindre doute, un mail, n'importe quoi, même pour nos clients, dès qu'il y a le truc qui va pas, on les contacte, et c'est eux qui vont reprendre un petit peu la gestion du processus de sécurité autour de ce traitement. Ça devient hyper important d'avoir des référents là-dessus, parce que comme on a pu le voir au niveau des assurances, il va falloir mettre un certain nombre de traitements pour que ça se passe bien, et pour qu'après votre assureur puisse vous indemniser, il va falloir un certain nombre de preuves que vous avez fait les choses correctement. Alors la partie SecOps, on est plutôt dans le, vous êtes éditeur,
vous êtes de plus en plus à aller vers du DevOps, donc du développement continu, où vous produisez, vous envoyez ça directement au niveau opérationnel, ça va très très vite. Donc nous, on vient bloquer un peu les rouages, on vient rajouter de la sécurité à chaque livraison, et on vient mettre en cours une couche supplémentaire là-dessus. R&D bien évidemment, et puis de l'audit, du pentest pour pouvoir s'assurer que tout ça fonctionne correctement. Donc globalement, ce que je vous disais, c'est que il faut tendre vers l'amélioration continue. Donc au début, ce qui va se passer, c'est que vous allez réagir aux audits, traiter les écarts majeurs, après mineurs bien évidemment, et réagir aux incidents majeurs. Donc déjà, ça c'est la première étape, et c'est ce qui est à peu près ce que vous faites aujourd'hui. Et donc quand on commence à être un peu sous l'eau, on se dit bon, il va falloir aussi prendre les taureaux par les cornes et devenir proactif. Donc la deuxième vraie véritable étape, et c'est là qu'on commence à faire la sécurité, c'est exprimer ses besoins et se conformer aux différentes exigences auxquelles on est voué dans l'entreprise. Donc en termes de réglementation, la première dont on parle aujourd'hui, effectivement, le RGPD. Ensuite, on enchaîne sur ce fameux pilotage par le risque. On a défini nos exigences, on sait où on va, et du coup, on va pouvoir sélectionner les mesures les plus critiques à mettre en œuvre. L'étape d'après, ça va être de mettre en place une relation de confiance. C'est ce qu'on fait en partie aujourd'hui en vous invitant chez nous. Hein. Et c'est de ne pas rester dans son cocon fermé et puis de travailler avec ses fournisseurs, ses clients, ses prestataires, ses partenaires pour aller encore plus loin. C'est aussi, que ce soit en interne ou vers l'externe, proposer des catalogues de services autour de la sécurité. Vous êtes éditeur, vos développeurs, il y a un moment donné, en tant qu'acteur de la sécurité, il va falloir leur proposer des librairies où ces librairies directement vont anonymiser par exemple les données personnelles. Il ne faut pas qu'ils aient de questions à se poser. Il faut que vous leur fournissiez les outils pour qu'ils soient autonomes là-dessus, et là vous ne prendrez pas de risque. Et donc, à la fin du fin, contribuer aux affaires, c'est là où on cherche quand même tous à aller, améliorer le business. Donc, c'est intégrer ça finalement dans son intelligence économique, dans sa stratégie innovante, pour qu'on en fasse bénéficier directement nos clients. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Les trois gros points à retenir. Donc effectivement, approche par la conformité. Donc état de l'art lié à votre activité, à vos métiers. Après, vous montez d'un coup, on passe sur une approche organisationnelle, donc on applique vraiment l'ensemble de l'entreprise, en tenant compte des stratégies, des enjeux de l'entreprise, et puis avec un pilotage par le risque, et donc bien sûr, le plus important, amélioration continue, et donc là du coup, la sécurité n'est plus un problème puisque ça devient l'ADN de votre entreprise, et il n'y a plus de soucis, je dirais, dans l'absolu. Voilà, je vous remercie.